Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 60 de la POSCAF, le podcast de Good Manufacturing Podcast, un podcast présenté par l'Académie de la qualité efficace. Vous sortez tout juste d'une petite pub, vous savez exactement ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Arnaud et Hello à on tous. s'est posé la question putain, j'ai l'impression qu'il y a du delay. On s'est posé la question, donc on a pas mal de réflexions, on est sur pas mal de sujets de déviation avec des clients. Et aujourd'hui, ensemble, on va se poser des questions philosophiques autour de l'évaluation de la criticité d'une déviation. Ça me rappelle un des épisodes qu'on avait fait au tout début, là, je sais plus comment on l'avait appelé, un épisode exploratoire, où tu avais mis une petite musique un peu mystérieuse. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, On est c'était des trucs exactement qu'on là-dedans. construisait. On sait pas où on va aujourd'hui. Voilà, on sait pas où on va. Alors, bon, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on va pas forcément tout réexpliquer sur notre philosophie de comment on fait pour évaluer la criticité d'une déviation. Mais en fait, à force de discuter et tout, et puis on arrive souvent quand même avec notre méthode à des cas où on arrive un peu en bout de, en bout de raisonnement quoi. Et il y a forcément des moments où c'est pousser un peu la réflexion un peu plus loin pour pouvoir repenser un peu l'approche et avoir comme toute société devrait faire, améliorer les outils et les process en permanence. Parce qu'il y a forcément des moments où on est challengé, et puis on n'a pas la réponse. On dit faut faire ce qui est logique quoi. si on devait mettre les choses, dire les choses, en tout cas comme je le pense moi, c'est que effectivement les outils d'évaluation de criticité qu'on propose jusqu'à maintenant, il y a souvent c'est normal, il y a des cas de déviation où ça demande de prendre un peu de recul et de sortir de juste la grille parce que la grille ne peut pas couvrir 100% des cas. Et on se rend compte que en fait, qu'on le veuille ou non, cette prise de recul, elle est quand même très difficile, surtout avec le quotidien des équipes sur les sites. Et du coup, dès qu'on a un truc qui sort un peu de la grille, c'est la sortie de route. Donc il y a je trouve, moi j'en vois comme ça spontanément deux moments où c'est compliqué pour les gens quand on les explique. C'est le premier, c'est l'évaluation de l'occurrence. Alors je sais pas, les gens ont beaucoup de mal à. Ils ont carrément du mal, ouais. Ils ont beaucoup de mal à l'évaluer l'occurrence pour avec le périmètre, etc. Comment faire. Et après, le lien entre le risque et la gravité. Donc le lien entre le danger, risque, gravité. Où là. Et des fois impact, parce qu'il y a des gens des personnes sur site, des fois qui vont essayer de réduire la gravité parce que entre le moment où le problème est survenu et le moment où on a ouvert la déviation, on a déjà mené un certain nombre d'actions qui limitent l'impact. C'est pas pareil que quand on prend le danger et le risque. L'impact, c'est au bout du bout, quoi. Voilà. Et donc, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps à comment faire pour améliorer, pour rester logique, etc. Parce que il y a aussi une notion intéressante. C'est parce que nous on disait toujours il faut prendre les faits que tu as dans ta déviation et les regarder objectivement avec le cas que tu as quoi. Donc c'est-à-dire dans ce cas précis quels sont les risques. Voilà. Mais il y a une philosophie qui est différente et c'est d'ailleurs celle qui est un peu employée en HSE, c'est quelle est la capacité finalement de la déviation à se reproduire. Pas forcément se reproduire, mais en gros, si tu changes un facteur de la déviation, est-ce que à quel point où on est la gravité, quoi. Toi, par exemple. Va falloir que tu développes parce que là j'ai du mal à te suivre. Par exemple, ça pourrait être, tu vois, imaginons que c'est un exemple purement sécurité, par exemple, un opérateur qui est en train de dévisser un tuyau et il a un jet d'acide ou un jet de vapeur qui lui arrive dans la figure. Ce coup-ci,
il avait un protecteur facial, quoi, et du coup, il a rien. Ok. Et il y a une notion qui dit, ok, il y a quand même eu un jet de vapeur imprévisible qui est sorti du truc. S'il avait pas eu son truc de protection individuelle, ça aurait été super grave, quoi. Ouais. Ok. Et donc c'est au lieu de dire bah voilà enfin là du coup tu pourrais dire bah gravité là on pourrait dire bah tous les opérateurs quand ils manipulent le bazar bah ils ont toujours leur masse de protection donc gravité aucune quoi. Alors qu'en fait bah non quand même. Dans les faits, ils n'ont pas tous le masque. Voilà. C'est ça? Tu dis, bah, Ouais. s'il y a quelqu'un qui met pas le masque, la gravité, elle est ultra forte, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Ouais, c'est chaud ça, hein, parce que alors là, si tu rentres là-dedans avec l'approche déviation qualité, déjà que sans avoir mis ça en place, ce type de réflexion là en place, on a des oui mais si, mais si, mais si, mais si, alors c'est ouais. la cata, et donc là on met tout en critique quoi. Eh bien en fait en réfléchissant, il s'avère que la gravité, tu devrais pas pouvoir la toucher. En fait, la gravité, elle est ce qu'elle est. Par contre, elle est pondérée vraiment finalement par la gravité en gros t'as pas de facteur qui va la modifier plus que ça quoi. Par contre elle va être pondérée par ce qu'on pourrait appeler l'occurrence. Alors c'est une définition différente de l'occurrence de celle qu'on a. L'occurrence c'est la probabilité à laquelle ça arriverait. Pas c'est arrivé parce que tu peux pas en fait le fait que c'est jamais arrivé, si tu es sur un nouveau process, si tu as des trucs qui sont déréglés, si c'est des nouvelles personnes, bah tu peux pas en fait reproduire exactement le cas. Donc se référer au passé pour l'étude de l'occurrence, ça va pas. Il faut plutôt te dire, dans mon contexte, quelle est la probabilité que ça arrive, en Ouais. fait que ton risque arrive finalement. Ouais, voilà. Ok, je vais reclarifier. Déjà, je pense que là, ce que tu es en train de décrire, effectivement, on est beaucoup plus sur une analyse de risque que quand on regarde la récurrence de ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça, je suis totalement aligné. Et effectivement, ce que tu as observé, ton danger de ta déviation, et regarder l'occurrence du ou des risques. C'est-à-dire, j'ai ce danger, quelles sont les probabilités que ce danger puisse générer tel ou tel risque aujourd'hui ou demain, en fait. Voilà. Et donc on va partir d'un exemple qui est assez simple et qui est très très bon à réfléchir, je trouve. C'est la présence d'une araignée dans un couloir de production. Non mais c'est vrai, hein. La Ouais. présence d'une araignée dans un couloir de production. Alors là, du coup, tu te dis bon bah la gravité, voilà, il y a une araignée dans un couloir de production. Le risque, c'est de retrouver ou une mouche. Une mouche, c'est plus, enfin un Ouais, insecte quoi. une Un insecte. mouche. Ouais, Un le truc qui risque vole. de Voilà. retrouver dans Le ton risque, étui une mouche, quoi. voilà, le Ou risque, voire c'est de même retrouver dans ton, dans ton dans outil ton et puis produit. bah là, du coup, ça fait de contaminer ou même si tu fais des injectables, tu vois, enfin après de retrouver, enfin de contaminer, enfin bref. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ça c'est ton risque. Alors ensuite, tu dis Donc, bon bah extrêmement grave. Imaginons que tu es voilà, en injectable. On va pas rendre l'exemple d'injectable. Le risque, c'est que tu contamines ton produit avec une mouche. voilà, Extrêmement grave. contamine ton produit avec une mouche. Et après, c'est là où finalement tu vas regarder la probabilité de ça. Donc selon où tu as retrouvé cette mouche, donc imagine tu l'as trouvée dans un couloir, mais en couloir par exemple, je sais pas moi, classe D. Derrière, tu as 3 sas avec des cascades de pression et des pièges à insectes dans chaque sas. Du Donc coup, la la probabilité que ton la- risque grave survienne elle est est quasiment nulle. Voilà. Ouais. Et Donc, après, tu pondères pas aussi un peu avec la détectabilité? eh ben, la détectabilité, Ça effectivement, joue dans la probabilité de ton risque, quoi. la détectabilité, ça va. Faut que je reprenne mes esprits parce que là, j'ai fait un, j'ai fait un gros truc, mais la détectabilité, finalement, c'est un peu différent dans le sens où ça empêche que ça ne passe inaperçu, c'est-à-dire que tu vas détecter la présence de la mouche dans ton produit, quoi. Donc finalement, euh, ça va pas jouer sur ta gravité, mais par contre, ça va jouer sur, ça va permettre de maîtriser l'impact, quoi.
Hmm. En fait, ta détectabilité, alors après, il y a deux choses. Il y a comment tu détectes ton danger, donc la présence de la mouche, et aussi comment est-ce que tu as des éléments qui t'auraient permis de détecter si elle s'était retrouvée à deux doigts d'être dans ton produit, quoi. Tu vois? Ouais. Donc il y a une partie de la détectabilité qui joue sur ta probabilité de ton risque, et il y a une partie de comment tu détectes le danger, quoi. En fait, si je te dis si c'est détecté, il n'y aura pas d'impact. Alors, c'est vrai, mais ça réduit la criticité, pas l'occurrence. Attends, si Enfin, tu me l'occurrence, comme dis on entend en termes de probabilité que ça arrive, quoi. Ouais, on va peut-être pas utiliser le terme occurrence, on va parler de probabilité que Ouais. ça arrive. Voilà. Donc si tu le détectes, bah du coup, si tu as un moyen qui t'assure que tu le détectes, du coup, la probabilité que ça arrive dans ton produit est nulle, quoi. Après, pour la compréhension, je pense là, la mouche, c'est plus compliqué. Là, faudrait plus se regarder sur un truc dans le conditionnement, tu vois. Ouais, j'étais en train de penser à un IPC non conforme ou effacé, tu sais, genre Mm. l'impression sur ton étui qui est un peu effacée. Et Là, au niveau gravité, c'est quand même ultra grave. Et la probabilité, c'est ultra grave parce que tu perds voilà, le numéro effacé, potentiellement, tu perds complètement ta tu peux traçabilité. plus le rappeler si jamais, voilà. Exactement. Et la probabilité que ton risque, donc le risque c'est j'ai des produits sur le marché où il n'y a pas de date, de numéro de lot et donc je suis pas Mm. capable d'avoir la traçabilité. La probabilité que ça arrive, c'est là où c'est bien la détectabilité qui joue. Elle est quasiment absolue si tu as un moyen de contrôle juste par IPC. Allez, peut-être pas absolue, mais très probable. Alors que si tu as un contrôle caméra à 100%, elle est quasiment nulle, quoi. Dès qu'il y en a un qui est un peu effacé, mis de côté. Et donc la détectabilité, elle est assez intéressante là-dedans, quoi. Mm. Dans la probabilité du risque. Bah, du coup, elle va théoriquement faire diminuer la criticité globale de ton Et du événement, coup, de exactement. ta situation, quoi. Parce que tu reprends le même danger, donc j'ai un numéro de lot qui est effacé sur mon étui, sur ma ligne de conditionnement, mais j'ai une caméra qui contrôle à 100% et qui éjecte tout ce qui est mauvais. Donc la probabilité que ce risque se transforme en impact, hein, très clairement, elle est quasiment nulle. Du coup, on est sur presque, on a même envie de dire presque un événement, même pas une déviation, Mm. alors que la probabilité, elle est très probable parce qu'en fait, c'est des IPC et humains et voilà, on va pas se mentir, hein, nous, combien de sites on a vu où il y a des IPC où les mecs ils se sont rendus compte au bout de 15 IPC qu'il y avait un problème. On va Mm. dire qu'elle est pas nulle, mais en tout cas, il y a probablement des produits qui peuvent passer. Du coup, là, tu commences à être dans un truc qui est majeur, voire critique, quoi. Mm. Et la détectabilité joue beaucoup. En fait, ouais, la détectabilité, elle joue sur la probabilité de génération du risque en partant du danger. Ah, c'est trop bien. Ah, ça, c'est intéressant. Par contre, je trouve que cette Mais c'est approche-là, vachement dur. elle est complexe à mettre en place. Elle est Ah ouais. complexe à mettre en place. Et pareil, pour évaluer finalement, pour évaluer ce qu'on appelle la probabilité slash occurrence là, ça se met bien en chaîne avec ton danger, quels sont les risques et quels sont les moyens de mitigation du risque. Ah mais alors ça, on est complètement d'accord, hein. Et déjà à l'heure actuelle, avec notre approche gravité, occurrence, détectabilité, moi j'ai toujours dit, quand j'accompagne les comités de décision, c'est vous posez le danger, vous listez l'ensemble des risques possibles. Par contre, on n'est jamais allé se dire, et après on regarde la probabilité du risque, mais vous listez les risques possibles parce que c'est des éléments qui vont vous aider dans la décision. Mm. Donc en plus, du coup, avec cette approche, la probabilité, ça fait beaucoup plus de sens et ça explique encore plus pourquoi est-ce qu'on demande à lister les risques. Maintenant, là où je mets un bémol là-dessus, c'est que déjà, appliquer gravité, occurrence, détectabilité sans avoir cette notion de probabilité, on a des débats des fois qui peuvent s'éterniser entre AQ et prod. Mais alors là, si tu parles de la probabilité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir énormément de mal à prendre ce recul, ce qui est dommage, hein, parce que en vrai de vrai, c'est ce qui est le plus logique là, ce qu'on vient de décrire et d'expliquer, mais c'est très dur à mettre en place opérationnellement sur le terrain, quoi.
Mm. Surtout si Après, tu as un volume important de situations inhabituelles et d'événements, enfin d'incidents qui pourraient être des déviations, quoi. je sais pas. Après, du coup, ça permet aussi d'éviter ce que j'ai toujours pressenti et que j'aimais pas du tout justement, c'était la sur et sous-évaluation du fait d'utiliser l'occurrence, quoi. Parce que effectivement, si tu dis ça arrive tout le temps, enfin, c'est la première fois que ça arrive, quelle que soit la fréquence de l'activité, tu vois. Alors que, bah, comme je disais au début, ça change, tu changes de contexte, tu changes d'opérateur, il y a un truc qui s'est déréglé, et du coup, tu sais, parce que ça arrivait souvent aussi, un truc, c'est la première fois que ça arrive, mais tu sais que ça va arriver tout le temps dans les prochaines semaines, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Ouais, 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 complètement. et ça, du coup, là, tu sous-évalues le risque, et encore, et pour surévaluer le risque, c'est pareil. Si jamais, tu vois, tu regardes dans ton rétro et que, bah, effectivement, ça arrivait plein de fois, mais néanmoins, t'as mis des trucs en place pour pas que ça arrive, et qu'ils ont l'air assez Mm. efficaces, mais t'as pas eu le temps d'avoir le recul suffisant. Bah, là, du coup, tu peux te dire, bah, bon, ça a l'air un peu plus sous contrôle, quoi. Mm. Alors que tu vas devoir être obligé de coter en force et nous, alors que finalement, pas forcément, quoi. Ou alors, je sais pas, moi, Ouais, ouais, non, non, mais après, en fait, j'essaye de me plonger, moi, dans l'opérationnel du quotidien. Et cette approche-là, elle nécessite quand même d'avoir une connaissance des process que je trouve d'année en année se perd Hmm. sur les sites. Que ça soit. Alors après, tu as toujours un peu des experts process, mais au niveau de la prod ou de la Q, ça se perd. Et là, vas-y pour dire attends, mais il y a ça qui réduit la probabilité d'apparition du risque, blabla. Je pense que. Et puis en plus, dès que tu as un mec qui débarque qui est un peu nouveau et que tu mets dans la boucle, et même si tu le formes, s'il connaît pas bien le site et les process, c'est ultra dur. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ok, C'est c'est pas uniquement. opérationnellement c'est dur à mettre en place, mais en même temps, c'est tellement évident que c'est ça qu'il faudrait faire, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, enfin, moi je pense que c'est un bon tremplin. Après, c'est pareil, c'est pour ça qu'il faut faire l'évaluation en groupe, enfin, tu sais, à Ah ouais, ça, plusieurs, ouais. quoi. Il y a forcément quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, et surtout qualité prod, parce que, ben voilà, la qualité va avoir peut-être une notion des risques différente. Bah, ça, on l'a dit plein de fois, hein, mais une notion des risques un peu différente de la qualité de la prod, mais en tout cas, ensemble, ils vont tous connaître les différents moyens de pouvoir un peu limiter le risque et pouvoir répondre sur la probabilité que ça arrive, quoi. Hmm. Mais putain, ouais, mais ouais, c'est vraiment une bonne approche. Je viens de Après, bouleverser. du coup. Non, 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 mais. Non, non, j'aime bien parce que du coup, tu fais vraiment le lien entre. C'est pas parce que tu as une gravité qui est forte que ton risque, il est critique. Mm. Parce que du coup, tu pondères avec la probabilité que cette gravité, que ce danger grave devienne un risque en regardant la détectabilité et d'autres éléments, en fait, d'autres barrières peut-être qu'il y a dans ton process. Donc, et puis ça tue aussi ce côté de dire, bah c'est bon, on a mené des actions quand on l'a vu, donc on a diminué l'impact. Ouais, mais on s'en fout en fait. Ça, les actions, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc Mm. ça tue cet élément-là et ça explique pourquoi un danger qui a une gravité forte peut être mineur, voire événement, parce que la probabilité qu'il se transforme en risque est nulle. Ouais. Mais je reste encore, ouais, faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on traduit ça dans les grilles et dans les outils, parce que la probabilité, en fait, tu peux pas le cadrer dans une grille. Et du coup, enfin, si tu peux pas le cadrer dans une grille, je vois pas les gens sur site arriver à s'en sortir en disant oui, alors la probabilité là, elle est nulle ou elle est forte. Bah, ouais, après, je me demande si tu peux pas faire un truc ressenti, tu vois, Ouais, mais le ressenti, le problème, c'est que ouais, ça t'arrivera pas. tu vas, tu vas avoir des Mm. débats soit pendant des heures, soit selon des sites, tu vas avoir beaucoup de déviations et sur d'autres, très peu de déviations. Mm. Et alors que ça s'expliquerait pas forcément. Donc ouais, le ressenti, c'est compliqué. Mais après, ça va bien, je trouve, cette démarche finalement avec une démarche que j'ai entendue sur un site où en fait, ils font plus de différence entre mineur, majeur, critique. Ils disent juste déviation significative ou non significative.
probabilité que ça puisse arriver à un risque. À partir du moment où c'est probable, boum, c'est significatif. À partir du moment où c'est improbable, boum, c'est non significatif. Et au moins, tu réduis un peu la marge de réflexion. Mais je me rends pas compte de l'impact en termes de ressources que ça pourrait avoir pour investiguer si on augmente, tu vois, s'il y a un risque d'ouvrir le robinet à déviation ou pas, quoi. Ouais, c'est là où, est-ce que mon prochain client va faire la bascule? Après, On après, sait pas où on va, on l'avait dit, hein. après, il y a aussi, moi je pense, il y aura toujours de toute façon 10 à 20% des évaluations qui seront imparfaites, mais c'est pas grave si c'est bien Ça, expliqué, si c'est cohérent. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est un échec. En tout cas, l'évaluation, c'est un échec si la discussion elle est interminable. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, quoi. Et encore, et c'est pareil aussi. Je pense que si, quand tu expliques et quand tu fais ton évaluation, il y a quelqu'un qui se pointe qui fait oui, mais techniquement, ou alors ouais, enfin, bah du coup, c'est dire que c'est pas clair et ça marche pas, quoi. Enfin. Putain, ça va être chaud hein, de coacher les gens là-dessus. Non mais moi je me projette sur les missions où on coach les comités de décision. Ça va être chaud, mais en même temps, ça serait plus logique. Mais je vois, hein, il y a des sites avec des degrés de maturité où je me dis, mais jamais ils vont là-dedans, quoi. Ouais. Tu vois, et puis un truc que je me demande aussi, tu vois, j'ai ouais, j'ai chez un client là, on a parlé d'une contamination croisée et dans cette contamination croisée, finalement, tu sais, c'était même produit, même produit, même dosage. Par contre, ouais, numéro de lot différent. Ouais. Mais imaginons, ouais, sur le principe, pour le patient, c'était pas risqué, quoi. Le seul, ouais. Oh là là, il a dit le terme. Ah, mais, moi, de toute façon, moi, j'étais parti à fond de train, dans mon dogme. Ouais, non, mais les gars, c'est une contamination croisée, ça, c'est mort, ça. Enfin, de toute façon, là, c'est gravité forte, voilà, c'est bon, quoi. Et, ah bah merde, on te voit, tu t'entends encore? Ouais. Ouais. Du coup voilà, mais après du coup c'est quels sont les risques, tu sais, et puis bah en fait. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser quand j'ai préparé la petite vidéo sur le rôle du dossier de l'eau là, quand la nouvelle version où on parle de notre exemple avec la contamination du sérum. Hein? Tu connais cette histoire Oui. que tu as vu dans la vidéo sur l'histoire de l'AMM. Ah, même produit. Mais si c'est le même, disons que imagine c'est le même PSO. Ah. Ouais, mais tu peux peut-être avoir une contamination. En fait, c'est après du coup il faudrait séparer exactement la différence. C'est l'impact patient quoi. Bah du coup l'impact patient on n'aurait pas de trop quoi. Après c'est un peu plus impact technique, voilà. Parce que ouais. Mais bon. Non mais parce que tu vois si t'as imaginons donc c'est le même lot PSO mais pas le même lot PF et donc je sais pas il y en a un des deux où la notice c'est pas la bonne. Tu peux pas le rappeler parce que t'as fait une contamination croisée en plus entre tes deux lots de PF. Mais en fait, après, ok, réglementairement parlant, d'avoir mis la mauvaise notice, c'est de la merde et c'est très grave. Maintenant, le patient, quand il va prendre son produit, peut-être qu'il va jamais lire la notice et qu'en fait, il aura aucun effet, il s'en rendra pas compte. Donc, je comprends ce que tu dis. Mais bon, c'est chaud quand même de dire ça, hein, je veux dire. C'est ça, mais je voulais quand même évoquer là, on rentre dans la qualité de guerre, là. Non, mais oui, mais tu vois, en fait, c'est exactement le genre de question qu'on prend, qu'en tout cas, que la qualité est confrontée par rapport à la production, quoi. Tu sais, le mec, enfin, t'as la production qui fait mail, mais mec, enfin, voilà. Ouais, mais bon, la traçabilité, c'est quand même un élément crucial, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Mais c'est là où parce que tu vois encore une fois il y a eu ce fameux reportage là on a reparlé il y a pas longtemps là, où les mecs ils avaient tout étiqueté pour le Japon et puis du coup il y avait des traces sur les bouteilles, ils ont détruit 2000 flacons, inacceptable.
Ouais. Du coup, c'est là où tu pourrais dire, bah ouais, mais pourquoi on recolle pas une étiquette dessus et tout machin. Enfin, tu dis le produit il était quand même conforme. Enfin, toi, c'est ce genre de remarques qu'on a toute la journée, quoi. Non, mais là, du coup, on parle. Non, mais moi, je suis totalement d'accord, hein, mais on part dans un débat philosophique de, bah, effectivement, le niveau de risque dans l'industrie pharmaceutique acceptable des médicaments sur le marché est quasiment nul, alors que dans une situation dans laquelle on va très probablement être dans de très prochaines années, il va peut-être falloir accepter de prendre un peu plus de risques parce que jeter des produits pour des conneries comme ça, c'est quand même complètement débile alors qu'on a de moins en moins de ressources, que ça prend... Enfin voilà, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans l'état des faits de la réglementation, ce niveau de risque n'est pas prenable par qui que ce soit. Donc c'est un débat plus philosophique que dans la situation actuelle. Vois-tu, en fait, là où je veux en venir, c'est quelle est la gravité d'un risque réglementaire versus un risque patient. Ouais. Bah, moi, je pense que de toute façon, ce qui prévaut, c'est le risque patient. Hein. Ouais, ce qui prévaut, c'est le risque patient, mais toi, c'est risque réglementaire, on n'est pas conforme à l'AMM, et du coup, bah voilà. Ouais, non mais et donc aujourd'hui, non mais c'est ce que je te disais, hein, aujourd'hui dans l'état actuel, le risque patient et le risque réglementaire est au même niveau. Demain, quand on sera dans des situations où il y aura peut-être des pénuries, où on aura des problèmes à produire ou machin, bah peut-être que le risque réglementaire, on dira bon, ok, tranquille ou bilou, parce que là, sinon, en fait, on a même plus de produits, donc le risque patient est plus important. Là, ça se discutera. Et effectivement, alors, c'est passionnant hein, comme discussion, mais la question qui se pose derrière, c'est à quel point les réglementations vont être capables d'être flexibles rapidement quand cette situation va se présenter, quoi. Parce que si demain on commence à tomber en pénurie d'antibiotiques, par exemple, hein, et qu'on jette des lots parce que, bah, comme tu dis, le truc on n'a pas voulu le réétiqueter, par exemple, mais ce sera plus acceptable dans moins de 10 ans, hein, ça. Il faut que les autorités réglementaires l'entendent et soient prêtes à faire face à ça. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, le 6 février 2026, c'est mort. Ouais. Ce que ton exemple, là, tu le prends, tu retournes au placard avec et tu m'en parles pas maintenant. De toute façon, non, mais voilà. Ouais. Alors, du coup, ce qu'on va faire avec tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'est continuer d'y réfléchir et essayer de formaliser ça sur je suis sûr qu'on peut arriver à faire une grille quand même sur ces trucs de probabilité en faisant réfléchir à plusieurs choses, justement la détectabilité, les barrières, les machins, les trucs qui pourraient jouer sur la probabilité pour guider les personnes. Et tu vois, je pense qu'on peut faire quelque chose. Ce que j'aimerais bien arriver à faire, moi, c'est d'arriver à sortir tous les termes danger, risque, et plutôt essayer de réfléchir avec des termes logiques, genre si, avant, après. Enfin, je sais pas, hein. Mais en fait, avec des questions un peu à la mode théorie des contraintes, quoi. Ouais. Si ça, alors ça. Ouais, voilà, si, c'est ça. Et seulement si, machin. Et comme ça, intéressant. En fait, ça me plaît. En fait, du coup, tu te passes de tous les termes qu'il faut avoir réfléchi au sens du terme pour que quand tu fais les gens ils comprennent pas tout le temps, quoi. Voilà ça. Et en fait, finalement, tu repasses. En fait, après, théoriquement, un enfant de 5 ans, il devrait pouvoir arriver à le faire, quoi. Après, bon, il faudra la connaissance du process, mais en tout cas, tu pourras te passer de tout le blabla, genre un danger, c'est ça, un risque, c'est ça, un impact, c'est ça, et une gravité, c'est ça. Et bah finalement, tu pourras l'exprimer en termes simples en te passant de ces mots fortement connotés, quoi. Enfin, où tu as besoin de les maîtriser pour les utiliser, quoi. Ouais. Par exemple. Si j'ai un numéro de lot qui a été effacé sur ma ligne de conditionnement et que je n'ai pas de moyen de contrôle automatique fiable à 100%, alors mon risque est élevé. Je dis pas qu'on va... Ah mince, j'ai utilisé le terme risque. Ah je dis pas qu'on va y arriver, mais ça pourrait être assez intéressant. Mais je comprends la démarche. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. Et après, on programme une IA qui peut faire ça, c'est ça ? Ouais, alors on va pouvoir. De toute façon, à mon avis, on va pouvoir y arriver assez rapidement là, je pense. Ouais. Ah, c'est trop bien.
Franchement, j'aime bien cette petite pause café exploratoire. Elle est très très intéressante et j'aime beaucoup effectivement. De toute façon, c'est un truc sur lequel on réfléchit depuis un moment, de se dire bon, comment on pourrait faire différemment, etc. Et je pense que là, on commence à aller vers un truc qui, à mes yeux, a plus de sens. Même si ce qu'on propose a déjà beaucoup de sens, mais là, c'est encore plus... ouais. Maintenant, faut savoir qui va nous suivre là-dessus. Ouais, moi, je pense que c'est... De toute façon, ouais. Après, en vrai, c'est tout ce que tu proposes qui est un peu structuré par rapport à quelque chose où il n'y a rien, du coup, c'est forcément mieux, quoi. Enfin, dès que tu arrives à avoir une démarche logique et un peu solide, ça fait gagner en maturité, quoi qu'il arrive. Après, du coup, tu peux toujours perfectionner. Hein. Carrément. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu au volant de votre voiture. J'espère que ça vous a pas... On passe le bonjour aux personnes qui nous écoutent en randonnée aussi. Et bah écoutez, voilà, je sais pas trop si on a des nouvelles à partager là, mais non, la newsletter est sortie, on fait rien de spécial ces prochains temps. Si vous avez besoin de nous, bah contactez-nous. Ouais, carrément. Allez. Et là, on remet une pub à la fin de l'épisode. En post-roll. Allez, merci à tous. Allez, merci. À la semaine prochaine.